La seconde partie de notre débat consacrée ce soir aux Jeux d'hiver de Sotchi. Le coup d'envoi, c'est ce vendredi, je vous le disais, 100 000 policiers, militaires qui ont été déployés sur place. Une zone d'exclusion aérienne a été imposée, les communications sont surveillées. Les autorités russes, autant le dire, ont verrouillé Sotchi. Écoutez Vladimir Poutine qui s'exprimait justement sur la sécurité, c'était ce mercredi. Nous nous souvenons tous des situations tragiques qui ont eu lieu dans le passé lors de compétitions internationales. Par exemple lors du marathon aux États-Unis, c'est assez récent. Et il y a eu des problèmes similaires durant les Jeux Olympiques. Le G8, à Londres, des attentats terroristes dans le métro. Mais je tiens à remercier nos collègues des autres pays qui sont d'une façon ou d'une autre liés à ces Jeux et qui coopèrent avec leurs collègues russes. Vous savez, il y a un centre de crise où les représentants des services spéciaux sont à la tâche 24 heures sur 24. Régis Jantet, est-ce qu'il y a un sérieux risque d'attentat qui pèse sur ces Jeux Olympiques ? Oui, effectivement, il est sérieux. On l'a vu il y a un peu plus d'un mois, lorsque 2 attentats, et même 3 à vrai dire, ont été commis à Volgograd et un troisième, enfin 2 à Volgograd et un troisième à Piatigorsk. Et on peut dire qu'on est juste à l'extérieur, en fait, c'est à 700 km, mais juste à l'extérieur du périmètre hyper sécurisé de Sotchi. Donc le risque est fort, peut-être pas à Sotchi, quoi qu'on ne peut jamais rien exclure, l'acte d'un individu isolé. Ces derniers jours sur Facebook, on parlait d'une shahid, d'une jeune Dagestanaise qui était soi-disant sur le territoire de Sotchi et qui serait prête à commettre un attentat. C'est possible. Un petit mot sur ce que vient de dire M. Poutine. Il fait référence à Tsarnaïev, l'attentat de Boston, il fait référence à Londres. C'est très important de voir ce qu'il dit à ce moment-là. Il explique que ce à quoi il a affaire au Caucase, c'est une question terroriste. Et donc j'ai le même ennemi que l'Occident, c'est l'islamisme globalisé, etc. Or, c'est ce qu'il raconte depuis le début. C'est pas véritablement la vraie histoire. Il existe cet islamisme globalisé. Il est apparu à peu près effectivement autour de 97, on va dire, après la première guerre de Tchétchénie. Mais le fond du problème du Caucase, et ça fait 200 ans que ça dure, c'est, outre les problèmes socio-économiques, c'est un refus du joug colonial russe. Et c'est bien ce que, pour une bonne partie des peuples du Caucase, c'est vrai chez les Tchétchènes. À chaque fois que la Russie s'est affaiblie, en 1917, dans les années 40, en 91, ces gens-là ont essayé de reprendre le pouvoir. Et à la faveur de la difficulté de la lutte, des besoins financiers, humains, etc., on a dérivé peu à peu vers de l'islamisme. Mais la base reste séparatiste, indépendantiste. Vous êtes d'accord avec ça, Dimitri Tkochko? C'est pas le même islamisme que les autres? C'est exactement le même islamisme, tout à fait, oui. D'ailleurs, ça explique en partie l'inquiétude des Russes par rapport à ce qui se passe en Syrie, notamment, et en Irak, bien évidemment. Donc, non, c'est de l'islamisme qui a pris complètement le dessus par rapport, disons, à la genèse du conflit en Tchétchénie, qui avait un aspect indépendantiste, mais qui avait aussi un grand aspect de criminalité, hein, à la faveur justement de l'éclatement de l'URSS, etc. Donc aujourd'hui, en tout cas, c'est l'islamisme. C'est à peu près le même. Mais c'est une transformation, ce que disait Régis Jantet, c'est-à-dire de revendications autonomistes, indépendantistes, qui s'est mue, qui s'est transformée en islamisme radical. Oui, il a pu y avoir du wahhabisme qui a pu s'implanter grâce au combat qui s'était déjà déroulé avant. Et notamment sur des revendications indépendantistes, oui. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là, quoi. Et Jean, vous voulez ajouter quelque chose? Effectivement, aujourd'hui, c'est de l'islamisme globalisé, on est bien d'accord, mais sauf qu'il a des racines. Est-ce que c'est l'islamisme que nous combattons, nous, les Occidentaux? Vous dites que non. Non, parce qu'il est enraciné dans le Caucase, il a ses raisons d'être ici. Et effectivement, aujourd'hui, ils vont chercher une idéologie du côté du salafisme, et certainement de l'argent, on veut bien le croire, etc. Mais la base reste nationaliste, indépendantiste. Ça, c'est fondamental. Pascal Boniface. Il y a effectivement une superposition des deux. Il y a un terrorisme qui est finalement la fin, enfin l'épisode précédent de la guerre en Tchétchénie qui a été produit par cette guerre, par cette répression qui a été terrible et donc qui a produit malheureusement ce terrorisme et qui vient avec des racines locales se greffer sur un mouvement plus mondial, plus global. Et il y a des allers-retours entre les deux. Il y a des causes locales et une sorte de porte d'écho globale. Ceci étant, par rapport aux Jeux de Moscou, c'est sûr que, aux Jeux de Sotchi, pardon, c'est sûr que de les faire à Sotchi vient donner une menace terroriste particulière. Si les attentats ont eu lieu en Volgograd, c'est peut-être parce qu'il était impossible à Sotchi. Est-ce qu'il y aura des attentats à Sotchi? Tout est fait pour que non, et personne
dans aucun endroit, ne peut dire qu'il n'y aura pas d'attentat. Mais tout est fait. On avait prévu au départ 40 000 soldats et policiers. Il y en a 100 000. Vous en avez 100 000. Donc c'est qu'on a vraiment été jusqu'au maximum. Mais par contre, et c'est là où Poutine est habile, une fois encore, c'est qu'il montre, en faisant référence au marathon de Boston et aux attentats de Londres, qu'il n'est pas le seul concerné, que tout le monde est dans le même sac et qu'il n'y a pas quelque chose qui est spécifique à la Russie, mais que tout le monde est vraiment confronté à ce problème. Alors en fait, c'est vrai qu'il y a des problèmes très spécifiques à Sotchi, parce que c'est la Russie, parce que c'est le Caucase et la menace est plus forte, mais en même temps, tout événement sportif mondialisé et tout événement qui attire les caméras est fragile. Et l'attractivité d'un événement crée sa fragilité. Il n'y a pas de menace géopolitique au Brésil pour la Coupe du Monde, mais il y aura un dispositif de sécurité très fort, et pas seulement pour la délinquance. Et à Londres, il n'y avait pas, c'est pas dans le Caucase, mais le dernier jour des Jeux Olympiques, les responsables des Jeux de Londres ont poussé un ouf de soulagement parce qu'il n'y a pas eu d'attentat et que ça a été la crainte tout au long des Jeux. Et Jean-Théo, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, Dimitri Koshko. C'est le discours de M. Poutine de dire qu'il s'agit d'islamisme, et ça lui a précisément permis d'éviter de poser la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette région? Est-ce qu'on la garde sous notre coupe ou pas? À vrai dire, elle se pose aussi autrement. C'est un problème d'intégration de ces populations aujourd'hui musulmanes dans la société russe, et ça pose un vrai problème. M. Poutine ne sait pas y répondre. Mais ça, c'est fondamental de voir qu'en traitant cette question sous l'angle de l'islamisme, en même temps, il n'a pas été capable d'essayer de le régler autrement. La vraie question coloniale, mais aussi économique. Lorsque M. Medvedev était au pouvoir, il mettait beaucoup moins l'accent sur le terrorisme et la sécurité pour le mettre davantage sur l'économie. Ça semble à peu près terminé aujourd'hui. Françoise Doucet, je vous donne aussi la parole, Dimitri Koshko. Là aussi, parce que vous êtes chargé de mission quand même à la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme, il y a aussi beaucoup de choses à dire sur les atteintes aux droits de l'homme, justement dans ces régions du Caucase par les autorités russes. Oui, alors en fait, je voulais aussi revenir sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire cet enjeu de la sécurité qui est effectivement important, il est aussi beaucoup instrumentalisé par le pouvoir depuis de nombreuses années pour renforcer les contrôles policiers dans l'ensemble du pays. Et ça, c'est quand même un élément vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'on a vu un renforcement de la présence policière, des contrôles dans l'ensemble du pays. Des perquisitions arbitraires. Avec tout un dispositif policier marqué notamment par l'existence des centres E, qui sont les centres de lutte contre l'extrémisme, qui sont composés de policiers en civil et qui contrôlent l'ensemble, enfin qui sont présents sur l'ensemble du territoire. Et toujours au nom de la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Donc c'est aussi des atteintes aux libertés fondamentales qui sont menées sur l'ensemble du pays au nom de cette lutte contre l'extrémisme. Donc c'est un élément important. Dimitri Koshko. Avec un des messages pour l'intérieur, j'ai parlé tout à l'heure du message vis-à-vis de l'extérieur, qui répond un peu à votre question. Oui, Poutine répond en disant « la Russie restera dans le Caucase ». Et il le dit notamment à toutes les tentatives. Le Caucase, côté évidemment, ni en Azerbaïdjan, ni en Arménie, ni en Géorgie. Mais Sotchi, le fait que ce soit, et là c'est le message pour l'intérieur, le fait que ce soit dans la région de Krasnodar, qui donc est voisine de toutes ces républiques musulmanes, mais qui a subi entre les deux guerres de Tchétchénie le plus d'enlèvements contre rançon, qui était dans une des grandes traditions du Caucase et notamment de la Tchétchénie. Et là, je vous renvoie à Tolstoï, à Lermontov, à Pouchkine, au XIXe siècle. C'était la façon de faire. Et c'est une des raisons de la conquête du Caucase par les Russes, puisqu'ils n'arrivaient plus à passer entre la Russie et la Géorgie, qui, elle, s'est rattachée à la Russie volontairement, au moins certains des royaumes. Donc ça, pour la région de Krasnodar, c'est un message aussi. De faire les Jeux à Sotchi. Et alors l'habileté de Poutine, là je suis d'accord aussi, c'est de dire qu'il y a une coopération avec tous les services secrets, notamment américains et anglais. Vous savez qu'ils ont proposé leur aide. Ils ont proposé leur aide, oui. Et ça, c'était habile de leur part, parce que du coup, eux, ils faisaient un effet d'annonce en disant si ça se passe mal, hein, c'est pas de notre faute. Nous, on a proposé et puis on n'a pas eu de réponse très positive. Et Poutine dit ils nous aident, c'est magnifique. Ce qui fait que s'il se passe quelque chose, c'est la faute à tout le monde. Et la responsabilité sera partagée. Le pari de Poutine est évidemment très gros, quand même, au niveau de la sécurité, incontestablement. Dans cette région, c'est très gros. Il y a déjà, effectivement, ils recherchent en ce moment trois possibles shahidines, c'est-à-dire femmes... Ces veuves noires. C'est ça, voilà, les veuves noires. Ouais. Elles vont peut-être pas se déguiser en veuves noires parce que ça risque d'être vu, mais
autre chose. Et je lisais aussi, et vous me disiez, Régis Janté aussi avant l'émission aussi, que malgré toutes ces mesures de sécurité, des attentats peuvent être préparés très très longtemps à l'avance. Et vous me donniez d'ailleurs l'exemple d'un attentat qui avait eu lieu. Je rappelais la mort du père Kadyrov. Voilà. Donc, Voilà, c'est la mort du père Kadyrov. Du chef actuel de la Tchétchénie qui a été tué dans un attentat alors qu'une bombe avait été disposée dans un stade où il devait commémorer la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et la bombe avait été posée lors de la construction du stade, un an avant. Donc là, ils ont très peur que Volgograd ait été j'imagine qu'ils ont dû tout passer au peigne fin, tous les sous-sols. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui veut se faire exploser, c'est difficile quand même. Ils craignent que Volgograd ait été une dissuasion ou une diversion. Pascal Boniface, est-ce que les athlètes sont en danger? Alors je sais par exemple que les athlètes français, il y a des hommes du RAID, du GIGN qui sont derrière chaque athlète français. Ça va se passer comme ça, ces JO? Oui, mais enfin, c'est le cas. Il y a toujours. Alors, le dispositif de sécurité est plus important. Et puis, il a été un petit peu renforcé après les attentats de Volgograd. Mais à chaque fois qu'il y a un événement, l'équipe de France de football, les sportifs aux Jeux Olympiques, il y a un dispositif de sécurité. De sécurité qui n'est pas seulement d'ailleurs face aux terroristes, qui est aussi de sécurité par rapport à des gens trop intrusifs, etc. Donc là, on est quand même dans le village olympique. Le village olympique vient quand même donner une protection, mais c'est quand même aussi un vaste ensemble. Lorsque vous avez une équipe de foot qui est dans un hôtel sanctuarisé, c'est plus facile de contrôler qu'un village olympique où c'est prévu pour la convivialité. Normalement, c'est prévu pour être le rassemblement, pour que tout le monde se rencontre. Alors là, disons qu'un peu plus que d'habitude, les athlètes seront surveillés. Je pense que le pire, mais comme d'habitude, ce sont les Américains qui ont dû envoyer une délégation, enfin à mon avis les délégations non sportives doivent être plus importantes que la délégation de sportifs des États-Unis, mais ils font toujours cela. Et là effectivement il y a des gens du GIGN, enfin des services de sécurité qui sont là pour améliorer un peu le dispositif. Les communications aussi qui sont surveillées, c'est ça? Il y a un système qui permet de surveiller toutes les communications? C'est le système PRISM qu'il y a oui, alors ça, c'est pas officiel, aux États-Unis, mais effectivement. Et en Russie, c'est un autre système. C'est-à-dire que tous les gens qui seront à Sochi... C'est le prisme russe qui s'appelle SORM. Qui voilà, SORM, c'est le nom russe, voilà, c'est prisme américain. Donc ça veut dire que toutes les communications de tout le monde... Il n'est pas aussi performant, Dimitri Koshko. Ça veut dire que toutes les communications de toutes les personnes qui seront à Sochi seront filtrées. Y compris du matériel américain, je pense. Pascal Boniface, vous disiez sur ces jeux hors antenne que c'était important ces jeux pour les Russes. Oui, là aussi, il ne faudrait pas opposer, parce qu'on a des fois une vision occidentale, il faut aussi des fois interroger les Russes. Ils ont aussi une opinion finalement. Ils peuvent aussi exprimer quelque chose. Or, c'est pas les jeux, c'est bien sûr les jeux de Poutine, mais ce ne sont pas que les jeux de Poutine. C'est aussi les jeux des Russes. Il y a environ, selon les sondages, 3% des Russes qui pensent que les jeux seront très négatifs pour la Russie et 6% qui seront négatifs. Et il y a 70% qui pensent que c'est bien ou très bien. Parce qu'ils sont fiers, ils sont contents d'héberger le monde, de montrer que la Russie a changé. Et donc, il faut pas essayer de penser que c'est uniquement les jeux de Poutine. Et les appels au boycott réguliers qui sont faits plus pour mettre en scène ceux qui les lancent que pour réellement améliorer les choses, ça serait ressenti comme une insulte par les Russes. Et peut-être que d'ailleurs, les appels les plus excessifs au boycott servent Poutine, qui peut dire à son opinion, vous voyez, il y a un complot de l'étranger contre la Russie éternelle et on n'aime pas une Russie retrouvée. Donc autant je trouve que les actions ciblées pour appeler l'attention sur des cas précis, de libérer telle personne, d'améliorer les choses, c'est quelque chose qui est positif, qui est utile, qui fait pression sur Poutine, mais les appels globaux au boycott ne font que resserrer la population russe autour de Poutine. Vous êtes d'accord avec ça, Françoise Ossé? C'est-à-dire que l'appel au boycott resserre la population russe autour de Vladimir Poutine, finalement qu'il y a un sentiment de nationalisme à ce moment-là? Oui, en partie, mais en même temps, je pense qu'il faut revenir sur cette question de l'opinion publique en Russie et comment est-ce qu'on fabrique l'opinion publique en Russie. On est quand même dans un espace médiatique qui n'est pas complètement libre, enfin, où toute la parole d'opposition n'a pas sa place. Malgré tout, Vladimir Poutine est effectivement extrêmement présent dans les télévisions publiques qui sont quand même liées au pouvoir. Et donc, c'est un petit peu comme la question de savoir si la société russe est homophobe. Je ne crois pas, moi, que la société russe soit homophobe. Et je pense qu'il y a des sondages, des enquêtes qui ont été faites auprès des jeunes notamment, qui montraient que ces jeunes n'étaient pas plus les jeunes russes ne sont pas plus homophobes que les jeunes occidentaux. Le problème après, c'est cette politique
du pouvoir, qui stigmatise les homosexuels et qui, dans le même temps, va faire cette propagande des Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que tout le... Il n'y a pas de lien entre les deux. Non, il n'y a pas de lien entre les deux, mais on est quand même dans un contexte médiatique très tenu par le pouvoir, disons, et qui donc fait la propagande quand même de ces mots d'ordre. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il faut quand même un peu se méfier des sondages en Russie quand même, et de ce qui... vous avez quand même une société civile, il y a quand même des gens qui s'informent, etc. Bien sûr, il n'y a pas une liberté ou une diversité aussi grande que chez nous, quoique en Russie, on pourrait aussi dire des choses sur les médias français. Enfin bon, ils sont plus contrôlés effectivement en Russie qu'en France, mais il y a quand même une société civile. On n'est plus sous l'ère de Staline, il n'y a plus le monopole du gouvernement sur l'information. Les gens s'informent. Ce que je voulais dire par là, c'est pas dire que Poutine est le roi des démocrates. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une adhésion des Russes à ce projet spécifique des Jeux Olympiques, notamment par rapport au passé, notamment par rapport aux obligations, et que le sentiment patriotique, c'est pas les médias qui le créent, il est vraiment profondément enraciné dans la population. Alors, les médias peuvent l'alimenter, mais il est quand même très profond chez les Russes pour des raisons géopolitiques très précises. Je voudrais simplement rappeler que sur la question du patriotisme, le pouvoir a lancé 4 programmes successifs d'éducation patriotique de la population depuis 2001, 2005, 2010, 2015, qui prévoient tout un ensemble de mesures financées par l'État pour développer le patriotisme, rappeler la grandeur de la Russie, son rôle dans la Grande Guerre patriotique, et que donc il y a quand même tout un travail autour des valeurs qu'on diffuse dans la société malgré tout. Voilà, Dimitri Tkochko, vous êtes content, vous êtes russe, vous êtes content de ces Jeux Olympiques? Vous êtes fier de ces Jeux Olympiques? Enfin, moi, je suis franco-russe quand même. Oui, mais vous êtes en partie russe quand même. Franco-russe, mais vous êtes en partie russe alors. Est-ce que vous êtes fier de vos JO? Oui, non, mais moi je trouve ça très bien qu'il y ait ces Jeux Olympiques. Je dois dire que je suis pas tellement à l'actualité sportive. Je suis désolé. Voilà, c'est dit, et voilà. Pascal Boniface le regrette, parce que lui, il a su bien l'actualité sportive. Mais je suis très content et je pense qu'effectivement, l'opinion russe, les gens sont très contents. Alors maintenant, si vous voulez du négatif, on peut en donner. L'opinion russe, c'est pas sur les questions d'homophobie ou du fait que les jeunes filles, des riots, disent quoi que ce soit sur le boycott des Jeux Olympiques, pour lesquels elles ont quand même une compétence très limitée, il faut bien le reconnaître. Mais en revanche, les rétrocommissions, les abus et les choses comme ça, là, dans l'opinion, leur fierté, elle a tendance à se ralentir un petit peu. C'est-à-dire les gens sont contents qu'il y ait ça, sont fiers de ça. C'est vrai que c'est une sorte de rattrapage par rapport à l'humiliation des années 90. C'est sans doute vrai. Peut-être même par rapport aux Jeux de Moscou de 80 qui avaient été boycottés. Mais il n'empêche que les abus qui ont pu être commis, mais ils sont commis dans le système souvent avec des beaucoup de corruption. Là, il y a eu 37 milliards d'euros. Apparemment, il n'y a pas eu d'appel d'offres pour les marchés. Mais oui, avec des effets de rétrocommission et autres. Oui. Nous avons le mot en français, c'est pas un hasard. Il y a eu des expropriations très douteuses, etc. Non, il y a eu des abus, bien sûr. Et d'ailleurs, et c'est pour cela que les Russes, même si la presse est limitée, sont quand même conscients. 66% des Russes pensent que ça donne lieu à de la corruption et que c'est très négatif. Donc, les gens sont à la fois fiers d'avoir les Jeux, mais ils savent très bien qu'il y a eu une façon. Donc, ils sont pas idiots, ils sont quand même informés. Et la presse russe en est remplie, en plus, de ces récits-là. Tout à fait, mais je pense quand même il faut quand même être prudent quand on parle de l'opinion publique russe, quand on parle des sondages, c'est ce qu'ils veulent dire, c'est tout. Il faut quand même être capable de les interpréter. Et de 70 ans de soviétisme à lire entre les lignes. Quelquefois, ils lisent trop entre les lignes. Non. En même temps, la population a aussi manifesté, on l'a vu en 2011-2012, pour notamment contre la corruption, contre l'autoritarisme du pouvoir. Donc il y a quand même un mécontentement aussi qui est là, voilà, et que les jeunes ne peuvent pas complètement effacer. Régenté. Et l'opinion, ça se fabrique, et ça se fabrique notamment avec les télévisions, et celles-ci sont bien contrôlées par le Kremlin ou par l'État. Et ça, c'est quand même fondamental. Deuxièmement, pour revenir sur la question des expropriations et de la société civile et de Sotchi, parce que par exemple dans mon livre j'ai essayé de travailler sur cette question puisqu'on en a beaucoup parlé, et effectivement il y en a eu. Et parfois elles étaient peut-être même légales finalement, parce que le problème c'est comment est-ce qu'est faite la loi en Russie, non pas depuis M. Poutine, mais depuis toujours, j'ai envie de dire. Il y a un grand historien spécialiste de la Russie qui s'appelle Richard Pipes, qui a écrit un livre formidable qui s'appelle Property and Freedom and Property, liberté et propriété. Et il montre combien en Occident, par exemple en Grèce, et depuis 2500 ans, la question de la propriété est fondamentale en Europe de l'Ouest, disons, et que ça crée, c'est comme ça qu'on crée un citoyen, parce que ce qui est fondamental, son toit, son travail, tout ça est préservé. Quand en Russie, cette question a toujours été balayée et que la propriété est très fragile. Il y a toujours deux lois qui se contredisent, notamment dans la Russie post-soviétique. Donc être citoyen, c'est très difficile aussi. Et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Quelqu'un disait, un de mes confrères, au Brésil, ça a coûté 14
14 milliards de construire les stades et tout le monde est dans la rue. Et en Russie, ça a coûté 50 milliards en dollars et il n'y a personne. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat avec cette réaction d'un internaute. Et je pense que peut-être que tout le monde sera d'accord sur ce plateau. Ce qu'on peut reconnaître à Vladimir Poutine, c'est que c'est un homme pragmatique. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord au moins là-dessus. Voilà. Merci Dimitri Koshko. Russe. Vous êtes d'accord, Pascal Boniface? Non, il a aussi une idéologie. Il n'est pas seulement que pragmatique. Il a quand même un dessein très fortement affirmé. Merci à tous les quatre. Merci Dimitri Koshko. Russie aujourd'hui. Je ne me tromperai plus la prochaine fois, je vous le promets. Vous restez avec moi et je rejoins Karim Yaoui. Karim, bonsoir. Alors, qu'est-ce qui a fait le buzz ce soir sur les réseaux sociaux? On parle évidemment encore de Sotchi. On parle de Sotchi et on découvre un petit peu l'envers du décor, en tout cas tel qu'il est présenté par un certain nombre de journalistes qui ont découvert leur chambre d'hôtel et apparemment ça ne les satisfait pas du tout. Les sportifs, eux, étaient plutôt contents. Alors, il y a eu pas mal de tweets ces dernières 24 heures de la part de journalistes, comme celui de Paul Gipto, qui est un journaliste qui travaille pour l'AFP. Lui tweet l'image de sa chambre avec des rideaux qui se sont tout simplement effondrés. À peine était-il arrivé. Autre image, celle-ci d'un journaliste des pays de l'Est, je crois qu'il est polonais. Sa chambre, elle est tout simplement pas terminée. C'est encore le chantier. Et puis, parfois, écrit Stacy Sinclair, il n'y a pas d'eau. Et lorsque l'eau revient, ça ressemble à ça. C'est pas tout à fait potable. Et puis cette image de ce journaliste Kevin Bishop qui nous explique que le parquet de la réception n'est pas terminé, mais par contre il y a une petite image pour vous accueillir, celle de Vladimir Poutine. Alors voilà, c'était un petit peu les images qui ont dominé aujourd'hui, en tout cas sur les réseaux sociaux, en ce qui concerne Sotchi. Mais on a parlé encore une fois, et on partageait aussi cet article de Slate, du coût astronomique de ces Jeux Olympiques qui pourrait coûter très très cher à certains manias russes. C'est ce que nous explique le site slate.fr. Sur Twitter, on partageait cette image, ce schéma qui montre à quel point ça a coûté cher. On parle de 40 milliards d'euros. Cette image-là, eh bien, en fait, montre que finalement, ce qu'on a dépensé pour Sotchi correspond à ce qu'on a dépensé pour tous les Jeux Olympiques d'hiver précédents. C'est tout simplement incroyable. Alors, certains médias ici reviennent sur ces oligarques dont on a parlé et qui pourraient payer très cher en quelque sorte leur implication dans ces Jeux Olympiques. On raconte l'histoire de l'un d'entre eux qui était censé mettre en place la piste de saut à ski. Il s'appelle Ahmed Bilalov et on raconte son histoire. Cette piste de saut à ski devait coûter à peu près 1,8 milliard de roubles. Elle va finalement coûter 8 milliards de roubles. Il y a eu des choses qui n'étaient pas forcément prévues, une terre qui n'était pas propice à la construction de cette piste. Il y avait carrément une plaque tectonique à cet endroit-là, une route qui n'était pas prévue mais que le comité olympique a exigé. Et évidemment, cet homme qui pensait faire de bonnes affaires, eh bien, c'est lui qui a été rendu responsable de tous les maux. Il a été démis de ses fonctions et il illustre ces Jeux Olympiques, en tout cas ce qui a pu se passer en coulisses. Et ça explique aussi ces sommes astronomiques qui ont pu être dépensées. Les réseaux sociaux qui se mobilisent aussi pour les journalistes d'Al Jazeera en Égypte. Alors on en parle ici sur le site Big Brother du Monde, je vais y arriver, une campagne qui s'appelle #FreeAjiStaff, tout simplement Al Jazeera Staff. Alors on voit ici Christiane Amanpour, journaliste star de CNN, qui elle aussi participe à ce mouvement. Alors il y a une vingtaine de journalistes d'Al Jazeera, 16 égyptiens et 4 étrangers, 2 britanniques et un australien et un néerlandais qui sont accusés par les militaires égyptiens d'avoir porté la parole du maître, en quelque sorte, du Qatar. Il y a un procès qui est prévu et on s'est mobilisé massivement sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer quelques images. Ici, c'est l'association des journalistes d'Afrique de l'Est. L'un d'entre eux est à l'origine de cette initiative. Eh bien, ils ont publié des photos de bâillonnés avec le drapeau égyptien. Ici, on trouve une autre journaliste qui a mis une croix sur sa bouche avec ce même #FreeAjiStaff. Alors on sait que le régime égyptien accuse Al Jazeera de ne pas avoir été du tout équilibré dans sa diffusion de l'information, d'avoir soutenu les frères musulmans. Ce procès inquiète beaucoup les journalistes à travers le monde et cette
ce mouvement hashtag FreeAgistaF, on le voit sur cette carte, a eu un retentissement évidemment porté par Al Jazeera, mais aussi par d'autres journalistes un petit peu partout à travers la planète, la twittosphère en tout cas. Merci beaucoup Karim, on vous retrouve un peu plus tard pour votre chronique. Merci encore à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à partir de 18h, heure de Paris. Paris Direct continue tout de suite le journal. Très belle soirée, à demain.